Tout simplement, les censeurs ont toujours tort. Moi, je suis un défenseur de toutes les opinions, dès l'instant où les opinions sont acceptées et sont dans un cadre démocratique. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire, entre guillemets, et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire? Et ça, c'est la fin de la démocratie. Certains dirigeants, dans le monde médiatique aujourd'hui, défendent l'idée qu'il faut tout faire pour que le Rassemblement national n'arrive pas au pouvoir. La ligne éditoriale, elle est définie par le patron de l'info. Elle n'est pas définie par le président de France Télévisions et le directeur général. Ça, c'est une perversion de l'actuelle présidence. Ça n'a jamais été comme ça. Et je m'étonne que la Société des journalistes de France Télévisions, aujourd'hui, qui est totalement atone, enfin, je veux dire, elle dit rien. La question est pas tant de savoir si France Télévisions traite les sujets, mais comment elle les traite. C'est impensable que journalistiquement, les opinions prennent le pas sur les enquêtes. Donc, dans ce cas-là, on n'a rien à faire dans une émission d'enquête. Faut-il en finir avec l'audiovisuel public? Les bureaux, les couloirs de France 2, de France 3 sont-ils envahis de journalistes gauchistes? L'Arcom mène-t-elle une croisade contre les chaînes de Vincent Bolloré? Ou est-ce que ceci n'est pas un peu plus compliqué? Alors pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le journaliste et réalisateur de documentaires Jacques Cardoz. Bonjour. Bonjour, bienvenue chez Front Populaire. Merci. Et je précise que vous travaillez, parce qu'on va aborder le cas de l'Arcom, donc je précise tout de suite que vous travaillez, vous êtes chroniqueur chez Cyril Hanouna et que vous travaillez avec sa boîte de production. Comme ça, tout le monde a le contexte. Exactement. Et je voulais qu'on aborde avec vous l'Arcom, parce que finalement, c'est la grande décision la plus récente qui a eu lieu. Le gendarme de l'audiovisuel a retiré la fréquence TNT de la chaîne C8 pour 2025. Avec le recul, désormais, est-ce que vous comprenez cette décision? Non. Non, je la comprends pas, je la trouve excessive et je considère que dès l'instant où un gendarme interdit, on est dans de la censure. Et donc, je pense que tout simplement, les censeurs ont toujours tort. Lorsqu'on en arrive à de la censure, c'est qu'on n'a pas réussi par d'autres moyens à définir un cadre. À définir ce qui était, entre guillemets, accepté par le gendarme de l'audiovisuel. Et ça signifie, à mon sens, que les règles ne sont pas claires. D'ailleurs, je me permets de préciser, est-ce que vous avez des informations sur ce qui a motivé l'Arcom précisément pour faire cette décision, pour prendre cette décision? Non, moi, je n'ai aucune autre information que ce qui a été relaté par la presse. En tout et pour tout, l'Arcom a juste diffusé un communiqué de presse dans lequel on peut lire que C8 n'est pas retenu dans les chaînes à qui on attribuerait en novembre un canal sur la TNT. Peut-être que la messe n'est pas totalement dite, d'ailleurs, puisque c'est juste un communiqué de presse. J'ai vu la réaction de Cyril Hanouna, que chacun a pu voir, puisque c'était lors de sa reprise début septembre, et il a donné tous ses arguments. Il a expliqué que il irait jusqu'au bout, dit-il, en justice. Donc on verra ce que ça donne, on verra quelle sera la suite des prochains épisodes. J'en sais absolument rien. Mais ce que je subodore, évidemment, concernant les motivations, c'est que c'est Cyril Hanouna qui est visé. C'est une façon de parler de la politique, à mon sens, qui est visée. Et en ce sens, ça me gêne beaucoup, parce que moi, je suis un défenseur de toutes les opinions, dès l'instant où les opinions sont acceptées et sont dans un cadre démocratique. On peut pas reprocher à des gens d'avoir des opinions si ces mêmes opinions sont défendues à l'Assemblée nationale ou dans l'espace public médiatique d'une façon générale. Donc, moi, je pense que tous les sujets peuvent être débattus, que tous les thèmes doivent être débattus. Peut-être que l'émission Touche pas à mon poste, qui est visée à travers cette décision, j'imagine. Je veux dire, c'est ce que tout le monde a compris. Peut-être qu'elle est trop iconoclaste pour l'Arcom. Je sais pas. Encore une fois, j'aimerais bien avoir des précisions et un argumentaire vraiment développé. Mais non, je comprends toujours pas la décision. Je la trouve excessive. Je la trouve déplacée. Et surtout, elle me fait peur parce que c'est de la censure et que les censeurs ont toujours tort. Et qu'il y ait un gendarme
qu'il veille à beaucoup de choses dans les médias, moi j'y suis favorable. Je pense que tout ne peut pas, on peut pas tout accepter. En revanche, je suis pour que tout le monde puisse parler. Donc, comment on fait? Quelles sont les règles du jeu? Quelles sont les sanctions possibles? Est-ce qu'il peut y avoir des grilles de lecture? Et est-ce qu'il peut y avoir des grilles de sanctions? Voilà, je pense que c'est de tout ça, en fait, je pense que le débat, pour moi, on est au début de quelque chose, en fait, avec cette décision. Je pense que pendant très longtemps, le CSA et l'Arcom ont été incompris, parce que ils ne prenaient pas de décision, parce qu'on comprenait pas bien leurs décisions. Et là, j'ai envie de dire qu'on les comprend pas non plus, mais avec l'excès inverse. Donc il faut peut-être que le monde médiatique trouve un juste milieu. Alors je vais me faire l'avocat du diable un instant, c'est-à-dire que la chaîne, l'émission, a reçu pas mal de mises en garde, de mises en demeure. Est-ce que vous pensez pas que quelque part, à certains moments, Cyril Hanouna ou l'émission est pu aller quand même un peu trop loin? Parce que ça, c'est un des arguments qu'on va vous rétorquer. Oui. Cyril Hanouna, il a répondu lui-même à un certain nombre lors de la commission parlementaire. Il a expliqué lui-même et il a dit lui-même que parfois, voilà, il avait eu le sentiment peut-être effectivement d'être allé un petit peu trop loin. Mais et je pense évidemment à l'épisode avec Boyard. Il l'a dit. Bon. Mais ça peut pas suffire à motiver une telle sanction. C'est totalement, enfin ça me paraît totalement disproportionné. Honnêtement, ça me paraît totalement disproportionné. Moi, je veux pas parler des épisodes des TPMP où je n'étais pas, où j'ai pas vu les choses se faire, si vous voulez. Donc, il y a eu des épisodes par le passé où effectivement, il y a eu peut-être des moments qui n'ont pas été aussi bien cadrés que l'Arcom l'aurait voulu. Mais moi qui ai vécu pendant 27 ans dans une maison comme France Télévisions, il y a eu des erreurs de commises à France Télé et l'Arcom ne se prononce jamais. Il y a eu des erreurs sur le fond qui sont passées totalement inaperçues. Il y a des prises de position systématiques de la part de certaines émissions qui ont un vrai penchant idéologique qui, moi, me pose problème et qui se fait avec l'argent public. L'Arcom ne réagit jamais. On va y venir tout à l'heure. Donc, en fait, c'est la raison aussi pour laquelle cette décision me paraît disproportionnée et pas en adéquation avec ce que les Français attendent. Pourquoi ? Mais parce que s'ils le font pour C8, alors dans ce cas-là, il va falloir le faire pour beaucoup de chaînes. Et il va falloir réagir sur beaucoup de programmes. Et on va arriver dans un débat qui est, à mon avis, impossible, qui est qu'est-ce qu'on a le droit de dire, entre guillemets, et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire. Et ça, c'est la fin de la démocratie. On sait bien que la liberté de penser, la liberté d'expliquer, la liberté d'argumenter sur un plateau de télévision, en direct, sans qu'il y ait de censeur, sans que ça puisse être soumis à tel ou tel, c'est la base de la démocratie. Donc si le gendarme de l'audiovisuel considère que y a des interdits, bah, en ce cas-là, il faut qu'il les donne. Et il faut qu'il nous donne quelles sont les règles. Et puis il y a une deuxième chose, moi, qui me choque énormément, et là, moi, j'en appelle aux politiques, c'est que de quel droit des gens qui n'ont pas de carte de presse, qui ne sont pas journalistes, vont venir juger de contenus éditoriaux. Excusez-moi de le dire de façon très corporatiste comme ça, mais je pense qu'il n'y a pas un journaliste sur la place de Paris qui est d'accord pour que l'Arcom juge du contenu éditorial de certaines émissions qui ont un aspect journalistique sans avoir la connaissance et la base journalistique. Pardon, mais dans le collège, je connais un seul journaliste. Tous les autres, je les connais pas. Ce sont des gens qui sont peut-être très talentueux, qui ont des domaines de compétences certainement très, très, très importants dans leur domaine. Mais je vois pas en quoi ces gens seraient experts sur un contenu journalistique. Après, je pourrais vous rétorquer que Touche pas à mon poste n'est pas forcément une émission journalistique en tant que telle. Touche pas à mon poste est une émission qui est à la fois une émission de divertissement et qui est une émission qui touche à des faits de société et qui le fait avec des gens qui sont journalistes. Gilles Verdez, Michel Marie, Valérie Benaïm,
il y a des intervenants qui sont journalistes ou qui ont un passé de journaliste. Après, est-ce qu'il faut mettre fin, parce que ce serait ça, alors si je comprends bien votre question, ce serait est-ce qu'il faut mettre fin à des émissions qui sont à la fois des émissions entertainment et qui sont en même temps des émissions journalistiques. Moi, je vais vous faire un aveu. J'étais à la présidence de la Société des journalistes de France Télé. Je l'ai été 2 fois. Et donc ces questions-là, je les traitais alors que j'étais journaliste à France 2 et qu'il y avait dans notre groupe, via notamment Jean-Luc Delarue, cette problématique qui se posait, qui était de savoir est-ce qu'on accepte d'une certaine façon que des gens qui n'ont pas forcément un passé journalistique traitent dans un autre univers, des émissions de société ou en réalité dans des émissions de divertissement, puisque c'était des cases divertissement, c'est comme ça que c'est à France Télé. Hein. Vous avez soit la case info et la direction de l'info, soit vous avez la case divertissement. En l'occurrence, les émissions de Jean-Luc Delarue, comme il y a eu ensuite les émissions d'Ardisson ou les émissions de Ruquier, c'est un peu la même chose, étaient des émissions hybrides où il y avait à la fois du divertissement, des moments cool, où on intervenait où il y avait des intervenants qui pouvaient venir du monde des spectacles, du monde du spectacle, du monde du business, grosso modo, et puis vous aviez à côté des philosophes, des sociologues, etc. Nous, à l'époque, à France Télé, et moi, en tant que président de la Société des journalistes à l'époque, on avait été amené à se prononcer. On considérait qu'on n'avait pas le droit de dire, nous, journalistes, on va imposer à notre direction qu'il n'y ait que les journalistes qui parlent d'information. C'est pas le cas. C'était pas le cas à l'époque et c'était avant les réseaux sociaux. Et ça ne serait pas le cas et ça pourrait pas avoir de sens parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'empare de l'information. Et il suffit pas d'être journaliste pour avoir le droit d'avoir un avis. On est d'accord avec ça quand même. Et d'ailleurs, nous-mêmes, en tant que journalistes, on a à un moment besoin de sortir du monde journalistique, de faire appel à des philosophes, de faire appel à des sociologues, bref, de faire appel à des gens qui ont un savoir et qui vont venir nous éclairer. Donc ce serait stupide d'avoir cette position-là. Alors après, qu'est-ce qu'on reproche à Cyril Hanouna et à TPMP ? Encore une fois, moi, ce ne sont que des suppositions. Je n'en sais rien, mais j'aimerais bien que les gens de l'Arcom nous l'expliquent clairement. Si j'en crois ce qui a été dit publiquement et si j'en crois les questions pour en venir aux échanges qui ont eu lieu durant l'exercice parlementaire, grosso modo, on lui reproche quelque part de pas faire partie du sérail, de pas avoir la carte. Quand je dis la carte, c'est pas la carte de journaliste, mais peut-être d'être un peu trop saltimbanque. D'avoir ce côté hybride qui fait que il peut à la fois inviter quelqu'un, parler de quelque chose de très sérieux à côté d'un homme politique, et puis en même temps faire des blagues. Est-ce que la société doit interdire ça à la télévision ? Moi, je crois pas. Je pense que les gens sont assez grands pour faire la part des choses, pour savoir qui parle. En revanche, je pense qu'il faut avoir des exigences sur l'équilibre des plateaux, sur qui peut parler. Enfin, c'est pas qui peut parler, mais c'est l'équilibre, c'est la contradiction, c'est le pluralisme. Toutes ces questions-là, elles sont totalement légitimes. Mais si c'est l'écart de langage avec un député, aussi grave soit-il, ça peut pas suffire à motiver la fermeture d'une émission comme celle-là. Et en plus, de toute façon, pour aller un peu plus loin sur cette décision de l'Arcom, je pense que l'Arcom se trompe totalement en réalité d'objectif. Si je comprends bien, l'Arcom veut faire en sorte que TPMP s'arrête. C'est ça qu'ils veulent, si je comprends bien la décision. Mais qui leur dit que, en fait, l'émission, elle peut très bien continuer sur un C8 qui ne serait pas distribué sur la TNT. Faut pas tout confondre dans la décision qui est prise. La C8 peut continuer d'exister. L'émission elle-même, elle peut pas être visée. Donc elle peut continuer d'exister. Comprenez ce que je veux dire ? En dehors de la télévision, c'est-à-dire sur Internet. Elle pourrait exister sur Internet, oui. Mais elle peut aussi exister sur une télévision connectée. Elle peut continuer d'exister sur C8.
Qu'est-ce qui empêcherait les dirigeants de Canal de prendre cette décision-là? Ils se sont pas prononcés, les dirigeants de Canal. Moi, je m'exprime que en mon nom, hein, attention. Mais si je comprends bien la décision de l'Arcom, en réalité, elle tombe totalement à côté de la plaque, parce que ils veulent fermer une chaîne. Enfin, ils sont plus exactement. Non, c'est pas exact. Ils empêchent. Enfin, ils interdiraient à C8 de pouvoir être sur la TNT au-delà de mars 2025. Pour le moment, ce serait ça la décision. Le principal impacté, c'est Cyril Hanouna et TPMP. Mais en réalité, comme la décision, elle n'est pas contre Cyril Hanouna officiellement, et qu'elle n'est pas contre TPMP officiellement, puisqu'ils ne peuvent pas s'en prendre à un programme en tant que tel, eh bien alors dans ce cas-là, TPMP peut continuer d'exister n'importe où. Et sur une télévision connectée, mais même sur C8. C8 peut perdurer. Pourquoi C8 ne perdurerait pas? C8 peut très bien continuer d'exister sur n'importe quel bouquet. La seule chose... Les revenus publicitaires ne seront pas les mêmes. Ah, ça c'est autre chose. Dans ce cas-là, il appartient aux dirigeants de Canal de définir quel doit être le fond de la grille, quels doivent être les coûts, etc. Ça, c'est encore une autre décision. Je voudrais poser une question complémentaire, parce que vous dites finalement, c'est vrai que c'est l'émission qui a été pointée du doigt. On rappellera que C8, ce n'est pas que Touche pas à mon poste, non. Donc ça a des impacts sur quand même un certain nombre de salariés assez conséquents. On a un petit peu tendance à l'oublier, je trouve. Moi, la question que j'ai derrière, c'est est-ce que finalement C8 ne paye pas pour la mauvaise réputation de CNews? Est-ce qu'il ne fallait pas un coupable, un premier avertissement lancé à CNews, et il se trouve que ça a été C8? J'en sais rien. Franchement, je ne sais pas. Moi, mon analyse des choses, c'est que certaines opinions qui sont défendues, notamment dans le cadre de TPMP, sont des opinions qui sont peut-être pour l'Arcom, qui sont gênantes. Et si c'est ça, il faut qu'il s'en explique. Parce que si c'est ça, ça pose un grave problème. Ça veut dire que, encore une fois, toutes les opinions ne sont pas bonnes à dire. Ça veut dire qu'on n'est pas tout à fait dans un exercice démocratique. Alors, mais je pense que jamais ils iront dans ce sens-là. Jamais officiellement, jamais aucun membre de l'Arcom ne prendra cette position-là, parce que ce serait reconnaître une forme de censure contre une opinion. Donc, ils sont un peu plus malins que ça, et ils contournent en parlant des sanctions, en parlant des différentes mises en garde qui ont été établies contre C8 et qui n'auraient pas été respectées et suivies des faits. Moi, je trouve honnêtement cette affaire dans sa globalité, elle me choque profondément pour cette raison-là. À la fois parce que ce qu'ils cherchent ne sera pas suivi des faits, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Et puis parce que sur le fond, d'un point de vue moral, le fait de vouloir interdire à un programme ou à une opinion ou à des opinions de pouvoir être débattu, c'est très choquant. Et je vais, par l'absurde, vous démontrer pourquoi je pense que c'est le bon argument. Si l'émission faisait 200 000 ou 300 000 téléspectateurs, est-ce que l'impact aurait été le même? Quand on fait 2 millions de téléspectateurs en access prime time, qui est le moment, plus que l'access en plus, parce qu'il va jusqu'à 21h15, c'est quand même ce qu'on appelait autrefois le carrefour de 20h. C'est le moment où il y a le plus de gens devant la télévision. Puis 2 millions, vous savez que c'est pas le cumul. 2 millions, c'est bon. Donc en réalité, il y a beaucoup plus de gens qui regardent cette émission sur l'ensemble de la semaine que 2 millions par soir. Puis il y a les réseaux sociaux. Donc c'est une émission qui a une vraie caisse de résonance dans l'opinion. Moi, je pense que si cette émission faisait 100 000 ou 200 000 téléspectateurs, d'une part, je pense que la décision n'aurait pas été la même. Et d'autre part, je pense que si il n'y avait pas autant d'invités politiques ou autant de connotations politiques, je pense que la décision n'aurait pas été la même. Voilà, je pense que moi, c'est quelque chose que j'avais dit à Cyril, c'est que je suis convaincu que il a commencé à s'attirer des ennemis à partir du moment où il a commencé à inviter des politiques dans ses émissions. Voilà, je pense que à partir de ce moment-là, on commence à arriver sur un terrain piégeux.
Je parlais de CNews tout à l'heure, je fais le lien également avec C8 et votre émission. Les opposants de ces deux chaînes, alors vous parliez tout à l'heure de la commission parlementaire sur le renouvellement des fréquences qui avait été demandée par la France Insoumise. Et lors de ces auditions, on a bien vu que l'un des reproches qui était fait à cette chaîne ou à cette émission, c'était finalement quelque part d'influencer. Et c'est vrai qu'on a vu également cet été quelques articles sur Le Monde ou Libération qui disaient que CNews, par exemple, influençait le vote des électeurs. On prête un pouvoir d'influence à ces chaînes, à ces émissions très très fort. Est-ce que vous partagez ce constat ? Je partage le constat que on prête aux médias, que les médias aient un impact sur l'opinion, oui. D'ailleurs, si c'était pas le cas, le politique en général, je parle pas du pouvoir aujourd'hui, mais les politiques, moi ça fait 30 ans que je suis dans le monde des médias, il y a toujours eu des pressions et toujours eu un intérêt du politique pour le monde médiatique. Tous les médias sont détenus par des gens qui sont susceptibles de pouvoir faire de l'influence d'une façon ou d'une autre. Bon, dans tout ça, il y a le service public qui en France est très conséquent, et bien sûr que tous ces canaux ont un impact sur le vote, sur l'opinion, sur l'agacement, sur lorsqu'il y a des mouvements de grève. On sait que les journaux le soir peuvent avoir un impact. Vous savez, pendant des années, grosso modo, c'était le 20h de TF1 et celui de France 2 qui influençaient la vie et l'impact sur les sociétés, sur la société française. Aujourd'hui, ce que peut-être ne tolère pas un certain nombre de politiques, c'est que ça échappe aux 20h de TF1 et de France 2 et que ça échappe d'une certaine façon aux canaux habituels. J'ai pas dit canaux officiels, hein. Attention, c'est pas du tout ce que je dis, mais je parle de canaux habituels. Les émissions comme TPMP, mais d'une certaine façon quotidien, ou l'émission de France 5 le soir également, enfin toutes ces émissions d'Access, elles ont, je crois, aujourd'hui autant d'impact que les journaux télévisés, parce qu'il y a des gens qui viennent s'exprimer longuement. Et c'est même, moi, je trouve plus intéressant parce qu'on a des argumentaires qui sont plus affinés. Voilà, donc que le politique ait la conviction que ces émissions ont un impact sur la société et peuvent influencer, par exemple, des mouvements sociaux. Je pense aux gilets jaunes, je pense à la période du Covid avec les anti-vax. Je pense enfin, TPMP a joué un rôle considérable sur toutes ces affaires-là. Donc je comprends que ce soit une question et un questionnement pour le politique. En revanche, ce que je comprendrais pas, c'est qu'on se dise c'est de la faute des médias si on en arrive là. Parce que tous ceux qui pensent ça, à mon avis, se trompent totalement. C'est parce qu'ils, quand on en arrive à penser qu'il faut brûler le porteur de l'information, c'est que on n'a pas réussi à répondre aux vrais problèmes de la société. Donc je dis brûler parce que vous savez, ça me fait penser au Moyen-Âge où on brûlait le messager qui venait dire dans le village d'à côté, à 13 lieues d'ici, la peste est en train d'arriver, et on brûlait le type en se disant il est porteur de la mauvaise nouvelle. Voilà, ça me fait penser un peu à ça. Il y a quelque chose de mystique un peu dans cette façon de penser là, c'est-à-dire qu'on se dit on va éliminer celui qui est porteur de la mauvaise nouvelle, ou en tous les cas on va réduire son champ d'impact, ou on va réduire son espace d'expression. Comme ça on va pouvoir un peu contrôler et garder le pouvoir. Si c'est ça, c'est terrible, hein. Si c'est ça, franchement, c'est terrible. D'abord, c'est une analyse qui est fausse à la lumière des réseaux sociaux, à la lumière de chaînes comme la vôtre. Voilà, les gens aujourd'hui, ils vont piocher partout l'information. Ils la démultiplient dans la journée. On sait que... Moi, j'ai vécu, en tant que journaliste aux 20h, l'arrivée des réseaux sociaux, l'arrivée de la concurrence des émissions d'entertainment. Donc, vraiment, j'ai vécu ces 30 années-là. Et c'était d'ailleurs absolument passionnant de voir comment on perdait d'une certaine façon de l'influence. Je suis persuadé que le politique, ça lui fait peur. Ça lui fait peur parce que
c'est pas forcément un bien d'ailleurs, mais tout le monde peut être rédacteur en chef, tout le monde peut avoir un impact avec le réseau X aujourd'hui ou avec une chaîne YouTube. Voilà, il y a des gens sortis de nulle part qui ont un vrai impact. Donc tout ça, moi je pense que tout ça, ça fait peur. Ça fait peur au pouvoir d'une façon générale, mais le pouvoir c'est pas quelqu'un. Hein. Je dis au pouvoir d'une façon générale. Tous ceux qui, à un moment donné, doivent assumer le pouvoir politique doivent se dire que c'est terrible que des porteurs d'opinion puissent avoir un impact sur l'avancée d'un mouvement social, par exemple. Est-ce que c'est pas aussi une volonté de faire taire, on va dire, la ligne éditoriale populiste, quelque part? Parce que finalement, vous parliez de Gilets jaunes. Gilets jaunes, Cyril Hanouna a donné la parole à des Gilets jaunes, ça a été l'un des premiers. Sur CNews, ils vont aborder beaucoup de sujets sur les faits divers. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une volonté, si vous voulez, d'occulter cette ligne populiste, finalement, que France 2 ou TF1 ne prenaient pas vraiment en compte quand vous en parliez? Moi, je pense que tout le monde a droit à la parole. Voilà. Moi, j'ai toujours pensé que tout le monde avait le droit à la parole. Et je me souviens d'avoir eu des discussions à France Télé il y a longtemps. Hein, c'est pas là ces dernières années. Mais il y a eu une période, notamment, une vingtaine d'années, où on n'interrogeait dans les journaux que des gens qui avaient une étiquette. C'est-à-dire que c'était l'inverse du micro-trottoir. On ne voulait soit que des experts, soit que des gens qui représentaient quelque chose ou qui supposément représentaient quelque chose. C'est-à-dire un président d'association, etc., etc. Et en fait, ça, d'une certaine façon, ça créait un fossé entre le vrai peuple, j'ai envie de dire, les vrais gens et les sachants. Et moi, je suis contre cette vision-là des médias. Je parle pas juste de la télé, là. Je parle des médias en règle générale. Je pense que ne pas avoir le pouls d'une société, ne pas faire parler les gens de la base, fait que on a une vision biaisée de la société. Peut-être que l'excès inverse, c'est de trop donner d'opinion à ceux qui n'ont pas d'étiquette, et qu'il y a peut-être un juste milieu à trouver entre les deux. Mais en tous les cas, moi j'ai beaucoup combattu l'idée que il fallait essayer de se rapprocher des gens et il fallait essayer de donner la parole à tout le monde. Et c'est un chemin que dans les journaux de 20 heures, que les journaux de 20 heures ont fait depuis 20 ans largement. C'est-à-dire que l'idée qu'il fallait pas trop demander son avis à des gens dans la rue qui représentaient rien, aujourd'hui ça choque plus personne. Je veux dire, peut-être même trop d'ailleurs, peut-être même que il n'y a pas assez d'expertise. Moi, je peux être critique dans les deux sens en fait. Je peux très bien trouver un programme trop populiste au sens où il n'y a pas assez d'expertise et pas assez d'équilibre, mais je peux aussi être très choqué par une soirée très entre sachants et où on en oublie ce que peuvent penser les vrais gens. Donc c'est un exercice qui est hyper difficile journalistiquement, d'essayer de trouver le juste milieu, et puis qui on est pour le savoir en plus. Qui on est, nous, journalistes, pour le savoir. C'est très difficile d'être au bon endroit, d'être sur le bon curseur. Donc voilà, mais si l'Arcom s'interroge là-dessus, je trouve que c'est un vrai débat à avoir et c'est hyper intéressant pour revenir à la décision de l'Arcom. Mais dans ce cas-là, c'est un débat que cette instance doit avoir avec tous les patrons de chaîne, avec tous les patrons de l'info, et même au-delà des patrons d'info, parce que, encore une fois, on le disait tout à l'heure, les émissions d'infotainment, elles ont un impact, mais on pourrait considérer aussi que la télé-réalité a un impact. On pourrait considérer que y a beaucoup de choses qui ont un impact, je veux dire, et pas seulement pendant une campagne électorale. Moi, je considère que certains discours, peuvent avoir un impact entre guillemets néfaste tout au long de l'année. Donc, la façon dont on parle aux jeunes aussi via les TikTok, etc. Enfin, moi, ça, par exemple, ça me fait bien plus peur, si vous voulez, que des émissions qui peuvent avoir parfois des accents un peu populistes. Bien plus. Voilà. Donc, parce que c'est dirigé par des algorithmes, parce que quelque part l'algorithme il est placé en direction du mal quelque part et pas en direction de la vertu. C'est-à-dire que l'algorithme va générer
va toujours essayer d'aller chercher et faire en sorte que ce qui buzz, c'est ce qu'il y a de plus mauvais ou ce qu'il y a de plus critique. Donc ça ne pousse pas à la réflexion. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'égare un peu, c'est compliqué à expliquer, mais les algorithmes me font bien plus peur, notamment ceux de TikTok, que des émissions qui peuvent avoir parfois des accents un peu populistes ou qui sont parfois mal équilibrés. Mais quand je dis les émissions, moi je pense pas à TPMP, je pense à beaucoup d'émissions. Beaucoup d'émissions. Je veux dire, je pourrais être très critique contre des émissions de France Télévisions qui, à mon sens, ne respectent pas l'équilibre. Bon, on en parlera plus tard, je crois. Mais pour en venir à l'Arcom, si l'Arcom veut vraiment aller en ce sens, alors dans ce cas-là, il faut qu'elle invite tous les patrons de chaîne, tous les patrons d'infos, tous les patrons aussi de divertissement, pour définir une sorte de cadre, en fait. Et puis pour donner des grilles de lecture et des grilles de sanctions et définir ce qu'ils souhaitent. Voilà, mais moi ça me paraît très dangereux en tout cas. Ça me paraît très très dangereux parce que je suis à fond pour la liberté d'expression, dans la limite de ce qui est autorisé par la loi, évidemment. Alors je vous propose maintenant d'aborder le cas de l'audiovisuel public. L'un des débats qui a été soulevé cet été pendant les élections législatives, fin juin, c'était une proposition du RN, Reconquête le faisait également, de privatiser le service public audiovisuel. Alors très, très brièvement, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de cette idée? Moi, je suis contre la privatisation de l'audiovisuel public. En revanche, réfléchir au périmètre de l'audiovisuel public, oui. Peut-être qu'il y a trop de chaînes. Et surtout, il y a des choses qui me choquent profondément. Je comprends pas pourquoi, par exemple, France 4 a abandonné l'éducation. Durant le Covid, il y a eu une excellente idée qui a consisté, et c'est un des serpents de mer, hein, c'est pas une idée qui viendrait là des dirigeants actuels, parce que ça fait 30 ans, moi, que j'entends l'idée qu'il faudrait absolument que la télévision publique diffuse des programmes qui soient des programmes éducatifs, identiques à ceux que l'on donne en classe, parce que certains professeurs ont du mal à parler de certaines choses. Moi, ça, j'y suis. Je pense à la laïcité, je pense au vivre ensemble, je pense à la question des religions, je pense à tous ces sujets qui sont des sujets brûlants, à tel point que certains en ont perdu la vie. Je comprends pas qu'un groupe comme le service public ait abandonné ce rôle éducatif extrêmement fort qu'il a eu pendant le Covid. Franchement, c'est quelque chose qui m'échappe. Et j'ajouterais même que ça faisait partie du contrat d'objectifs et de moyens de France 4. C'est-à-dire que c'est dans les contrats. C'est dans le contrat de France 4, normalement. Donc je ne comprends pas que ça a été abandonné. Je ne comprends pas... Alors, la culture, oui, il y en a sur France 4 aujourd'hui, mais je crois savoir que sur les captures de spectacles, il n'y en a pas des masses, ou en tous les cas, on n'atteint pas les objectifs qui doivent être atteints. Mais réfléchir au périmètre de France Télévisions, je pense que ce serait sain, parce que y a des chaînes qui trouvent très très bien leur place, qui proposent d'excellents programmes. Il y en a d'autres qui ont plus de mal, et peut-être que et moi je pense que le débat doit exister. Oui, c'est clair. L'un des débats, en fait, mais vous l'avez un peu soulevé, et je voudrais que vous le creusiez un peu plus, c'est justement qu'est-ce qu'apporte l'audiovisuel public aux Français? Je pense que c'est important parce que finalement, on ne sait pas exactement quelle est la mission précise du service public audiovisuel. Alors, je ne sais pas si je vais être complet, mais l'un des rôles... Alors, il y a l'information, et puis après, il y a tout ce qui relève du divertissement, du savoir, de la connaissance, d'autres domaines comme ça. Mais d'abord, pour ce qui est de l'information, le rôle du service public, c'est d'essayer d'être parfaitement neutre. C'est d'essayer d'avoir des émissions d'investigation et d'infos qui ne vont pas forcément faire d'audience. Je pense à une émission économique. Je pense à des émissions culturelles. Je pense évidemment à des émissions d'investigation sur le monde politique, mais sur tous les bords politiques. Bref, ce sont des émissions qui doivent être inattaquables parce que, sur l'ensemble de leur exercice, elles vont réussir à viser à peu près tout l'échiquier politique, pour ce qui est de la politique,
qu'elles vont réussir à, d'un point de vue culturel, répondre à tous les besoins et tous les savoirs littéraires, spectacles vivants, danse, musique classique, opéra, musée, etc., etc. Qu'elles vont, en fait, le service public, ça doit être la boussole et ça doit être le point d'ancrage neutre de toute la connaissance, de tout le savoir, d'une information la plus fiable et la plus neutre possible, de divertissements dans lesquels il y a une certaine tenue, un certain respect pour tout le monde. Voilà, c'est en principe, le service public doit être, entre guillemets, au-dessus de la mêlée, inattaquable, extrêmement rigoureux, et ça n'est pas toujours le cas dans tous les domaines, soit parce que ce qui est fait peut être biaisé, soit tout simplement parce que certains dossiers ne sont pas traités. Ça peut être ça aussi. Lorsque je me réfère à une vieille phrase d'un présentateur que j'ai bien connu il y a une vingtaine d'années, avec qui je discutais de la non-présence de faits divers, et qui me disait, dans son journal de 20 heures, et qui me disait, tu comprends, ça fait monter le Front National. Ça, c'était il y a 20 ans. 25 ans même. Donc les téléspectateurs retrouveront. Moi, ça me choquait déjà à l'époque. Ça me choquait à l'époque parce que j'avais envie de lui dire, mais c'est pas mon problème en fait que le Front National monte ou descende. Moi, mon problème, c'est de répondre, c'est de répondre à un besoin journalistique et aux besoins des gens. C'est quoi le besoin journalistique? C'est de parler de la vie des gens telle qu'elle est. J'ai pas à occulter un fait divers. J'ai pas à occulter des faits de société extrêmement graves autour de la voiture, la sexualité, l'islam, le vivre ensemble, la mobilité, enfin quels que soient les sujets. Et donc, le service public doit pouvoir répondre et doit répondre à tout. Est-ce qu'il répond à tout? J'en suis pas sûr, on en parlera après dans le détail. Mais donc, qu'est-ce que c'est le service public? C'est celui qui doit être absolument inattaquable parce qu'il parle de tout, de façon équilibrée, en ayant donné la parole à tout le monde, en ayant, comme un juge d'instruction, instruit à charge et à décharge, et qui fait qu'au bout du chemin, que ce soit Jordan Bardella, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron ou Monsieur Barnier, eh bien que personne n'ait rien à dire en fait. Si on en arrive à ça, alors dans ce cas-là, c'est que le service public fait bien son travail. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. J'ai envie de vous faire réagir à cette phrase de Delphine Ernotte que vous connaissez certainement et vous avez certainement réagi déjà par ailleurs, mais je vous la recite. C'était le 5 juillet 2023, elle était en audition à l'Assemblée nationale, donc elle a déclaré, donc je la cite, « Je tiens à dire qu'on ne représente pas la France telle qu'elle est, parce que si on représentait la France telle qu'elle est, on aurait toujours 5% de femmes dans les expertes, mais on essaye de représenter la France telle qu'on voudrait qu'elle soit. » Deux questions. Déjà, c'est qui ce « on » ? Je pense que c'est une question, c'est tout bête, mais c'est une question qui m'apparaît fondamentale. Et ensuite, qu'est-ce que vous inspire cette déclaration ? Alors, je suis très choqué, j'ai été très choqué par cette phrase, et j'étais encore à France Télévisions lorsque j'ai entendu cette phrase, et je n'étais pas le seul à France Télévisions à être très choqué. Parce que ce « on » définit qui ? Delphine Ernotte, elle n'est pas journaliste. Elle définit qui ? Elle définit la direction de l'information. C'est elle qui dit au directeur de l'information ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire. Je suis pas d'accord avec ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Delphine Ernotte, il faut qu'elle regarde comment ça s'est passé avec les autres présidents. Les autres présidents de France Télévisions par le passé, jamais ils disaient au directeur de l'info qui était le « on ». La ligne éditoriale, elle est définie par le patron de l'info. Elle n'est pas définie par le président de France Télévisions et le directeur général. Ça, c'est une perversion de l'actuelle présidence. Ça n'a jamais été comme ça. Ça, c'est normalement, et je m'étonne que la Société des journalistes de France Télévisions, aujourd'hui, qui est totalement atone, enfin, je veux dire, elle dit rien. On les entend plus, les journalistes de France Télévisions. Ils sont tous aplatis sous les canapés. Ils disent plus rien. C'est terrible. Normalement, cette rédaction, elle est celle qui justement, qui peut s'émeuvoir, qui discute, qui fait appel au monde politique lorsqu'il y a des questionnements. Il peut pas y avoir. On a décidé que la société serait comme ça. C'est impossible. C'est impossible parce que c'est pas dans n'importe quelle école de journalisme.
on dit qui est le on. Le on, ce sont les gens. S'il devait y avoir un on, ce serait les gens. Mais les gens, le service public, il est au service du public ou il est au service d'un intérêt qui est défini par une équipe qui est actuellement en place? Non. C'est le service public, il doit être au service des gens. Et donc, ça veut dire qu'on doit pouvoir traiter de tous les sujets. Et ça veut dire que la ligne éditoriale, en aucun cas, elle peut être définie par une supposée société telle que Delphine Ernotte et M. Sidbon Gomez l'imaginent. Qu'ils aient des idéaux, l'un et l'autre. Moi, je trouve ça très bien, c'est formidable. Mais ça peut pas être ce qui dirige le journal de 20 heures. J'espère que ça n'est pas le cas. J'espère que ça n'est pas le cas pour l'information et j'espère que ça n'est pas le cas non plus pour les programmes qui sont mis en place. Mais j'ai des raisons de douter. J'ai des raisons de douter parce que je pense qu'effectivement ils suivent un certain idéal. Ils ont envie de mettre en place une société effectivement telle qu'ils l'imaginent. Mais moi, ça me choque. Pour répondre à votre deuxième question, ça me choque profondément. Mais j'ai envie de dire plus pour la partie info que pour la partie programme, parce que bon, à la limite, si vous voulez, pour la partie programme, il y a ce qui est notamment le cas, notamment des documentaires, c'est qu'il y a le principe d'un documentaire, c'est d'avoir une idée de son programme, c'est de suivre un propos. Donc, pour un documentaire, par exemple, ou pour des émissions telles que celles qu'ils mettent en place, qui sont par exemple des émissions sur l'environnement, beaucoup d'émissions sur l'environnement, bon, ils ont un positionnement qui est très prise de conscience du dérèglement climatique, etc. Moi, je suis pas du tout contre. Moi, je suis très écolo. Des émissions sur l'écologie, j'en ai fait plein à complément d'enquête, alors qu'on me disait, à la direction de l'information, attention, c'est des émissions qui, en général, se prennent des gadins en audience. Et j'en ai fait plein. J'ai envie de dire, dans un sens et dans un autre. C'est-à-dire, parfois, pro-radical écolo, et d'autres fois pour mettre plus en doute certains préceptes écologiques. Qui, à mon avis, sont pas la bonne façon d'appréhender l'écologie. On y reviendra peut-être après. Mais je trouve à peu près normal. Enfin, je trouve pas ça si choquant que ça que pour la question des programmes, on poursuive un but. En revanche, pour la question de l'information, ça me choque profondément. Si c'est le cas, s'il y a des instructions qui sont données, ou si, faute d'instructions, ceux qui sont en place font en sorte d'être en adéquation avec ce que pensent leurs dirigeants, qui est une autre façon, si vous voulez, d'être subordonné. Après, vous allez me dire, dans une entreprise, c'est normal d'être subordonné. Oui, mais normalement, lorsqu'on est à la tête de l'information de service public, on ne doit pas être sous influence de quelque pouvoir que ce soit, et donc de quelque idéologie que ce soit. Il ne doit pas y avoir plus de sujets sur la construction que sur l'écologie, ou plus de l'écologie que de sujets sur la politique étrangère. Vous voyez, bon, moi je peux vous donner plein d'exemples comme ça. L'économie, par exemple, c'est barbant, l'économie. L'économie, c'est barbant, ça fait baisser l'audience. Bon, ben, l'un des rôles du service public, c'est précisément de faire de l'économie et d'expliquer réellement les mécanismes. Quand vous avez un pays qui est surendetté, si vous ne faites pas de sujet sur l'économie, les gens ne risquent pas de comprendre. Si à chaque fois que vous leur parlez d'économie, c'est pour leur dire il va falloir mettre la main au portefeuille parce que vous comprenez, les impôts vont augmenter. Ça, c'est pas le rôle du service public. Le rôle du service public, c'est d'avoir des vraies émissions sur l'économie, sur le monétaire, Et donc ça demande de l'expertise. Ça fait pas d'audience. Oui, ça fait pas d'audience, mais il faut pouvoir l'assumer. Au même titre que une pièce de théâtre qui va faire 200 000 ou 300 000, ou un ballet, diffuser des ballets. Moi, j'ai été danseur classique, j'adore la danse. Je trouve qu'on maltraite la danse à la télévision d'une façon générale, ou on ne la traite pas du tout. Mais j'estime que le service public doit diffuser des spectacles de danse. Alors il le fait, mais il le fait à 1h du matin, sur France 4, et sans aucune explication. Bon bref, ça c'est autre chose. Mais si vous voulez... le service public doit avoir un rôle éducatif renforcé dans tous les domaines. Ils le font très bien dans certains domaines. Moi, j'adore les docs sur France 5
sur la science, par exemple. Enfin, il y a plein de choses qui sont absolument formidables. Il y en a d'autres qui manquent. Voilà. Voilà. Et pour en venir à votre question, pour conclure là-dessus, on ne peut pas dire on voudrait que la société soit représentée comme ça, ou on voudrait voilà. Et si c'est comme ça que l'info se fait sur France Télé, alors c'est très grave. Je ne peux pas le croire. Je ne peux pas le croire parce que je pense que tous les rédacteurs en chef ont leur indépendance et leur façon d'appréhender l'info. Et lorsque l'info arrive, ils la traitent. Voilà. En revanche, je pense fondamentalement qu'il y a des domaines qui sont sous-traités, soit par paresse, soit parce qu'il y a des biais idéologiques qui ne sont pas sains. Alors là, ça pose la question des tabous. Est-ce qu'il y a des sujets tabous à France Télévisions ? Je vais en donner un, parce que en l'occurrence, vous êtes chez Front Populaire, donc un média plutôt eurocritique. Donc j'ai envie qu'on parle un petit peu de ce sujet-là, la question européenne, pour vous demander si, par exemple, elle n'est pas tabou, ou il n'est pas tabou de l'aborder d'une certaine façon. De donner un exemple, tout simplement. Là, on sort d'une campagne européenne, on a du mal à s'en rappeler, mais c'était assez récent finalement. On n'a absolument pas parlé de la question du Frexit. C'était un sujet totalement évacué. Alors que pourtant, l'Europe est déterminante dans notre vie aujourd'hui, dans notre vie politique. Même encore aujourd'hui, on n'en parle pas, alors que notre budget dépend de l'aval de l'Europe. Donc, est-ce que ces sujets-là sont... Est-ce qu'il y a des sujets tabous ? Est-ce que ça en fait partie ? Alors, je vais essayer d'être précis parce que souvent j'ai été interrogé sur cette question-là et j'ai pas été content de mes réponses. Donc, je vais essayer d'être précis, et on a parlé un peu d'écologie. Pour moi, c'est exactement le même problème. En ce qui concerne l'Europe et l'écologie, dans les deux domaines, la question n'est pas tant de savoir si France Télévisions traite les sujets, mais comment elle les traite. Dans les deux cas, ces sujets-là ne sont pas tabous. On sait à quel point les dirigeants, je pense à M. Simon Gomez notamment, veut mettre en avant, il l'a dit publiquement, c'est pas du tout un secret, veut mettre en avant les questions écologiques, etc. Je trouve ça très très bien. Il y a un dérèglement climatique, personne ne le conteste, voilà. En revanche, la question est de savoir s'il y a suffisamment de contradictions, s'il y a suffisamment de pédagogie. Je me souviens par exemple d'avoir fait faire un sujet à complément d'enquête sur l'utilité de la voiture électrique. Aujourd'hui, on bascule totalement dans la voiture électrique, à marche forcée. Quel est le coût réel écologique de la voiture électrique ? Est-ce que c'est intelligent de faire ça ? La question des voitures hybrides, qui est répétée 200 fois partout sur toutes les chaînes comme étant soi-disant la solution, moi, je sais que ça n'est pas la solution et je le tiens d'industriels qui me disent que c'est pire parce qu'en réalité, les voitures hybrides, lorsqu'ils passent en essence, consomment 3 fois plus que lorsqu'elles sont en mode électrique, mais elles sont en mode électrique 10 ou 20% de leur temps, et par ailleurs à cause du poids. En fait, c'est une arnaque, si vous voulez. Donc, par ces exemples-là, en fait, si vous n'investiguez pas, et si vous n'êtes pas suffisamment critique sur chacun de ces sujets-là, vous ne donnez pas aux gens les vraies clés, que ce soit sur l'Europe et sur la question du Frexit, je vais y revenir après, ou sur la question écologique. La question écologique, je la connais un petit peu parce que je l'ai traité c'est un sujet qui m'est cher, et je l'ai traité, j'ai envie de dire, aussi bien dans un sens que dans l'autre. C'est-à-dire que j'ai à la fois fait faire des sujets un peu catastrophistes sur le thème bientôt c'est la fin du monde. On avait intitulé une émission et si c'était la fin du monde, un truc comme ça. Bon, c'était beaucoup trop noir, mais on l'avait fait comme ça. Mais c'était aussi pour qu'il y ait de l'impact et une prise de conscience. Et en même temps, j'ai fait totalement dans l'autre sens. Est-ce que certaines idées qu'on veut bien qu'on nous impose aujourd'hui, je pense à l'éolien, ou je pense à la voiture électrique. La question est de savoir si on est suffisamment critique et si on creuse suffisamment. Que ce soit, alors moi je l'avais fait dans une émission d'investigation qui passe à 23h, en l'occurrence complément d'enquête, mais faut aussi avoir cette même exigence dans le journal de 20h, dans les access prime time, faut l'avoir partout. Parce qu'une information, faut qu'elle soit déclinée partout. Et donc moi je pense que si vous voulez, je pense que sur ces sujets-là, c'est pas tant qu'il y a tabou, mais c'est que il n'y a pas volonté d'aller creuser et d'aller contre la doxa qui n'est pas gouvernementale, mais une doxa qui est qui vient de plus loin, enfin qui est une espèce de doxa du monde politique en général,
qui consiste à dire il faut surtout pas remettre en cause l'Union européenne parce que ce serait pire que voilà, et on essaye de on essaie de comparer avec les Anglais. Bon, c'est compliqué, mais pour arriver sur l'Europe, par exemple, si vous regardez dans le détail, il y a des émissions qui sont très bonnes, des magazines sur l'Europe. Alors, il y a c'est dans les contrats d'objectifs et de moyens, c'est-à-dire que vous avez l'obligation, lorsque vous êtes à France Télé, d'avoir un certain nombre de minutes antenne sur des thèmes. L'Europe et l'écologie en font partie. En soi, ça ne me choque pas. Moi, ça ne me choque pas. De la même façon, je vous parlais tout à l'heure des captures de spectacles vivants. Ça ne me choque pas non plus. J'estime que capter 50 spectacles par an, compte tenu des 4 ou 5 chaînes télé publiques, c'est pas du tout choquant. Je trouve ça voilà. En revanche, la question est de savoir à chaque fois dans ces domaines-là s'il y a suffisamment d'esprit critique. Si à chaque fois que vous faites une émission sur l'Europe, c'est pour dire regardez, c'est formidable, on a résolu la problématique de la mobilité en Suède. Ah mais regardez comment ils font cette ville-là, elle est totalement autonome en électricité, autonome en énergie. Mais voilà, donc c'est que des trucs positifs un peu partout. En fait, vous avez parlé de l'Europe de façon totalement positive tout au long de l'année. D'une certaine façon, c'est pas vraiment de l'info en fait. D'une certaine façon, vous faites un peu de la propagande en faveur d'une certaine idée de l'Europe. Mais moi, j'aimerais aussi qu'on m'explique pourquoi, lorsqu'on définit la taille des concombres, ça met en l'air telle ou telle exploitation agricole. J'aimerais qu'on soit beaucoup plus à rebrousse-poil sur les fameux traités de libre-échange entre l'Amérique du Sud et l'Europe. J'ai toujours pas compris, moi, si c'était bien ou pas bien. Hein. Enfin, moi, personnellement, ça me fait très très peur. Très très peur. Moi, je suis très, à titre personnel, très souverainiste en termes de défense de notre agriculture. Je m'égare parce que je suis pas un homme politique, mais moi, je considère que presque l'agriculture, faudrait presque la nationaliser. Enfin, je veux dire, dans l'esprit. Hein, je parle pas de nationalisation à la communiste, mais voilà. Mais je veux dire, je considère sanctuariser. La sanctuariser. Merci. C'est-à-dire que il faudrait l'ultra protéger et que les agriculteurs soient ultra protégés pour que nos terres, pour qu'on mange de nos terres en fait, qu'on mange notre terre en France et pas qu'on soit contraint par des jeux stupides d'aller vendre du porc en Chine pour manger des poulets du Brésil ou d'Argentine ou du Canadien ou de je ne sais quoi. Bon, donc moi je suis pas contre le libre-échange, mais je suis contre l'idée que certains domaines ne soient pas réservés. Et à ce propos-là, ça me fait penser à quelque chose que j'ai bien vécu. J'étais aux États-Unis lors de l'élection de Donald Trump. Et dans sa volonté très protectionniste, vous vous souvenez qu'à l'époque, on se moquait de Donald Trump sur l'acier en disant comment il va faire, etc. Et aujourd'hui, faut voir. Aujourd'hui, on est combien ? On est presque 10 ans après, hein, c'est 2016, on est en 2024. Et aujourd'hui, l'idée protectionniste, elle a fait son chemin. Et elle a fait son chemin dans d'autres domaines. Voilà, donc... et la même idée protectionniste, elle était défendue par des gens, par des écolos, il y a 25 ans, français. Donc, je m'en souviens très bien, pour d'autres raisons. Mais donc, tout ça pour dire en fait que, et pour en venir, pardon de cette digression, mais tout ça pour dire que sur les domaines dont vous parlez, que ce soit l'Union européenne ou que ce soit l'écologie ou d'autres, la question n'est pas tant est-ce que ce sont des sujets tabous, mais plutôt est-ce que ce sont des sujets suffisamment critiqués et suffisamment traités avec du piquant. Et moi, je crois que non. Voilà, je crois que non. Je pense que ceux qui ont en charge l'Europe, que ce soit à travers France Info ou à travers les journaux, font de la pédagogie, grosso modo, pour essayer de nous expliquer que c'est peut-être pas top, mais grosso modo, ce serait pire si on le faisait pas autrement, quoi. C'est comme l'exemple de l'opt-out récemment. Là, on parle beaucoup en ce moment de la question, oui, l'opt-out, c'est cette possibilité que vous avez de sortir d'un traité momentanément sur certaines questions, et notamment, c'est le cas sur l'immigration, sur le rétablissement des frontières. On en parle beaucoup avec l'Allemagne, les Pays-Bas, et le débat va peut-être arriver en France. C'est vrai que le Rassemblement national, durant la campagne des européennes, en avait parlé,
Et on lui avait dit non, mais c'est pas possible. Et puis tout d'un coup, maintenant, c'est possible. Donc maintenant, le Rassemblement national rigole et dit aux autres, vous voyez, la preuve que c'était possible. Bon, ça, c'est typique, je pense, d'un manque d'exercice journalistique. Après, moi, je parle de ce que je connais. Je veux dire, peut-être que certains sites Internet ont traité de ces questions-là, ils l'ont très bien fait. Mais je parle de médias de masse. Là, je parle de TF1, France 2, les gros médias de masse. Bon, mais peut-être que ces sujets-là ne sont pas suffisamment traités en ce sens. Peut-être que ces sujets-là ne sont pas, lorsqu'on parle d'Europe, c'est pas suffisamment critique. De la même façon que lorsqu'on parle d'écologie, ça pour le coup, il y a des directives très très simples qui sont données à France Télé. Ils n'ont pas le droit d'être critiques. Hein. Ça, je peux vous le dire, je peux vous faire une révélation. Ils n'ont pas le droit d'être critiques sur les questions écologiques. Alors après, on peut avoir un débat philosophique sur est-ce qu'il faut critiquer ou pas l'écologie. Le problème, c'est pas critiquer ou pas. Le problème, c'est encore une fois, c'est la voiture électrique. Moi, je suis très écolo et j'ai envie qu'on sauve la planète. Mais est-ce que la voiture électrique, c'est vraiment le bon truc ? Vous voyez ce que je veux dire ? J'en sais rien. Moi, je voudrais avoir des experts. Je voudrais avoir des vrais débats d'experts là-dessus. Et je voudrais pas qu'on suive tout le monde comme des moutons et puis que dans 20 ans, on se dise, en fait, finalement, c'était une catastrophe parce qu'on a fait ça, parce qu'on est allé chercher des composants qui étaient à l'autre bout de la terre et qu'on a déforesté, qu'on a fait n'importe quoi en Bolivie ou là où on va chercher ces composants. Enfin bref. Donc, si vous voulez, ces questions-là, elles ont besoin d'être creusées aussi. Et l'exercice démocratique, c'est de les creuser journalistiquement jusqu'à plus soif. Vraiment. Je pense que vous serez incapable de dire pour qui je vote. C'est une fierté. Les journalistes sont plutôt ancrés à gauche d'un point de vue, alors après il faut qu'on définisse, mais d'un point de vue idéologique, je pense fondamentalement qu'il faut traiter le Rassemblement national comme n'importe quel parti politique. Certains dirigeants dans le monde médiatique aujourd'hui défendent l'idée qu'il faut tout faire pour que le Rassemblement national n'arrive pas au pouvoir. Lorsque on traite de la police, bien souvent, elle a le mauvais rôle. C'est impensable que journalistiquement, les opinions prennent le pas sur les enquêtes. Donc dans ce cas-là, on n'a rien à faire dans une émission d'enquête.